Donc, David Bavrez avec nous. Bonjour David. Bonjour. Alors, je vais poser tout de suite, après on ira dans votre bouquin, etc. Chine-Europe, le grand tourment, etc. Pourquoi est-ce qu'on servirait les ambitions chinoises ? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément... C'est toujours cette histoire de faire un pont. Alors, l'Europe, ça devrait être un pont entre ceci et cela. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas s'affirmer en tant qu'Europe et faire un gros bras d'honneur à l'ensemble de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent profiter de sa richesse? Parce que c'est ça le sujet. Ils veulent profiter de notre richesse. Il ne s'agit pas du tout d'être servile auprès des Chinois. Pas servile, même non, pas. Mais il faut juste écouter le message de 2008 qu'on n'a pas voulu entendre, de la crise financière. Nous passons d'une planète de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, à une planète de 8 milliards de gens. Donc ce n'est pas une question de Chinois, ce n'est pas une question de Brésiliens, d'Africains ou de Latino-Américains. C'est une question de nous ne pouvons pas continuer, nous, occidentaux, à vivre de la manière dont nous vivons, parce qu'à 8 milliards, ça pète. On ne l'a pas compris en 2008. Ça, je ne comprends pas, David. Vivre de la manière dont nous vivons, c'est-à-dire à quel point de vue ? Eh ben, c'est en privilégié, c'est-à-dire en consommant la planète beaucoup plus qu'elle ne peut résister, et de dire, nous devons inventer un nouveau système. Nous devons inventer un nouveau mode de vie fondé sur l'économie du partage, qui fait que, et pour ça, vous allez voir que la Chine est en avance sur nous. Parce que quand vous êtes j'y crois pas un instant à cette histoire-là. Ceux qui consomment la planète à pas savoir qu'en faire aujourd'hui, ceux chez qui bien évidemment, le gaz à effet de serre est en expansion, ceux qui ouvrent des centrales à charbon aujourd'hui, en veux-tu, en voilà, c'est les Chinois quand même, David. Vous vivez à Paris, la plus belle ville du monde, dans un immeuble de 6 étages. Ça se passe très bien. Vous avez une ou deux voitures. Tout ça se passe très bien pour respirer. Le ciel est bleu. Moi, à Hong Kong, un habitant sur deux est au-dessus du 16e étage. La classe moyenne chinoise n'existe pas, puisque ce sont des gens, c'est un foyer de 3 personnes qui vit dans 50 mètres carrés dans une tour. Donc la vie, le mode de vie qu'ont ces gens-là est complètement différent d'une autre. Si nous voulons vivre à 7-8 milliards, c'est ce qu'on nous a dit en 2008 et on a refusé. Et là, cette fois-ci, c'est du... Attends, ça m'intéresse, mais je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Ils vivent au 16e étage. Mais c'est très bien qu'ils vivent au 16e étage. En plus, 3 dans 50 mètres carrés, c'est pas mal. Enfin, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui seraient contents. Merveilleux. Mais vous savez quoi ? Si on veut améliorer le sort, non pas de 700 millions de personnes, mais de 7 à 8 milliards, il faut qu'on pense autrement. Et il faut qu'on devienne un peu ouvert à de nouveaux modèles économiques qui sont basés sur l'économie du partage et qui sont rendus possibles par une révolution technologique qui s'appelle la révolution digitale, que nous adoptons de manière très très lente. Vous voyez aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Attendez, David, tout le monde, enfin, je veux surtout pas porter de jugement de valeur là-dessus, mais on en parle tous les jours. Tous les chefs d'entreprise sont aujourd'hui conscients de faire évoluer leur business model dans le sens que vous décrivez. J'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, l'action de l'Iliade est en baisse de 10%. Pourquoi ? Parce que Xavier Niel dit « je dois accélérer la construction de mon réseau 5G ». Okay ? La France, c'est 50 000 stations de base en 2025. Shanghai, l'an dernier, c'est déjà ça. Juste la mairie de Shanghai. Et alors ? Alors, c'est quoi ? C'est que les Chinois ont compris. Parce que, c'est bien parce que vous allez enfoncer tous les trucs qui m'énervent ces derniers mois. La 5G est le deuxième truc qui m'énerve ces derniers mois. C'est une espèce de frénésie pour la 5G. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le problème du XXIe siècle, c'est l'explosion démographique et c'est la densité de population. Pas chez nous. Donc, voilà. Et ben voilà, vous avez la réponse. Vous êtes un égoïste, vous faites partie de ces 700 millions. Non, c'est pas ça le sujet. Non, vous me disiez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va pas assez vite pour la 5G. Moi, je vous réponds, je vois pas le rapport. Je vais vous expliquer. Vous êtes un client Uber. C'est-à-dire que vous voulez qu'on résolve les problèmes des riches. Vous adorez la Silicon Valley qui ne pense qu'aux problèmes des riches. Moi, en Chine, c'est Blablacar. C'est Blablacar. C'est-à-dire que c'est l'économie du partage. C'est des gens qui... Mais non, je suis à scooter. Uber, ça ne change rien au coût kilométrique. C'est toujours entre 1 et 3 $ du kilomètre. Donc, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la mobilité. Blablacar, il le fait tomber à 5 centimes. Donc, vous avez divisé. Vous rendez exactement le même service, mais en divisez votre base de coût, en l'occurrence de 1 à 20, 1 à 30, pour que, non pas 700 millions d'égoïstes comme vous puissent bénéficier de la vie, mais 7 à 8 milliards. On se fait engueuler maintenant. Mais David, Blablacar, vous citez Blablacar, ça veut donc dire que c'est bien en Europe que ça naît, ces modèles-là, enfin. Exactement. Alors, où est le problème ? Non, parce que je vois pas de quoi on est coupable, en fait, depuis que vous avez commencé à ce réquisitoire passionnant. On est coupable si on ne fait pas des Blablacar partout. Et c'est ça ce qui change. Enfin, ça qu'il les fasse. Mais non, mais voyez, là, on vient la semaine prochaine, de vous interner pendant un an. Donc le Covid, il faut quand même en tirer une leçon. Tiens, il vient d'où d'ailleurs ?
Ben, la leçon, c'est quoi? Le virus chinois, comme disait l'autre. C'est expliqué dans le livre. C'est qu'on voit bien que la seule manière de vivre, c'est l'accélération de la digitalisation. Et c'est ce qu'a permis le Covid. Vous avez été enfermé, un tiers de l'économie est face à face. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi qui suis investisseur, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les activités où je n'ai jamais été traité comme client et où je vais devenir client par rapport à cette digitalisation. Donc, jusqu'à présent, quand vous dites tout le monde fait du digital, c'est complètement faux. Vous, dans les médias, vous faites du digital. C'est pour ça que vous êtes au courant. Le commerce fait du digital, le tourisme fait du digital. Ce sont les seuls 3 secteurs où les 3 plus grosses market cap des nouveaux entrants sont supérieures aux historiques. La banque et l'assurance. Est-ce que vous êtes client d'une banque ou est-ce qu'il y a un assureur qui vous a traité comme client? Jamais. Il y en a un qui vient demain, là, encore un nouveau. Là, c'est en train de monter un petit peu du côté de l'assurance. Ouais, mais là, c'est un problème prudentiel, en fait. Non, c'est un problème que vous avez été obligé d'acheter. Je n'ai jamais été traité comme client. L'éducation. Non, mais vous ne pouvez pas balayer ça comme ça, parce que moi, je sais de quoi on parle. La banque, l'assurance, c'est compliqué, David. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... j'arrête pas. Mais non, toutes les banques européennes traitent aujourd'hui à la moitié de leur valeur nette comptable parce qu'il n'y a plus de business model, parce qu'on leur dit... mais c'est pas lié à la digitalisation, c'est lié au taux négatif, c'est lié à l'explosion aujourd'hui de l'ensemble du crédit. Tout ça, c'est 2008, ce que je vous ai dit. 70% des millennials préfèrent aller... Est-ce que c'est pas le cas aux États-Unis où ils n'ont pas beaucoup plus fait la révolution digitale qu'en Europe, 70% des millennials... Non, répondez-moi. Aux États-Unis, les capitalisations bancaires pètent le feu. Ils n'ont pas plus fait la révolution digitale que la BNP. JP Morgan dépense 10% de son chiffre d'affaires en Haïti. Mais BNP, c'est combien? À mon avis, je ne sais pas, on demandera. Vous allez voir. Je vous donne la réponse demain, mesdames, messieurs. Là, en plus, comme ça marche, c'est eux qui vont nous l'apporter. Je vous dis que ce qu'il y a de passionnant quand on est en Chine, on est l'équivalent de 1920 à Chicago. Ce sont les Roaring Twenties, nous devons tout réinventer. On doit réinventer la manière dont on conçoit les produits, on doit réinventer la manière dont on les produit et la manière dont on les vend, en réduisant les structures de coûts de 1 à 10. Et ça, c'est le digital. Donc, vous le voyez bien dans les médias. Là, on est chez Bismart, donc on est smart. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, on essaie. La mauvaise nouvelle, c'est que le Chinois qui est en train de nous... Il dit, mais je vais monter Bismarter. Mais oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Mais non, mais parce que là, on discute, mais si ça se trouve... Nous, on a des barrières à l'entrée terribles, c'est la langue. Mais non, mais vos auditeurs, ils trouvent peut-être que je suis très mauvais, mais ils vont voter, ils font ça. Du coup, vous savez quoi me larguer. Et puis, ceux qui trouvent que je suis génial, ils disent, mais son bouquin, je voudrais l'acheter, mais pourquoi il n'est pas en icône sur l'écran? Et je clique et ça... Ouais, attends, il va y être. Il est où le clic qui permet sur Alipay de l'acheter? Et j'ai dit Logistique qui me le livre en une demi-heure. Non, mais David, si on fait ça, moi, je veux une participation bénéfice. Mais bien évidemment, c'est comme ça que vous avez un business model. Ah bah... Et ben voilà. Oui. Vous voyez, ça s'appelle TikTok et ça va être introduit en bourse. On nous dit c'est 400 milliards de dollars. C'est pas 2 milliards de Lagardère, c'est 400 milliards de dollars. Mais ça vaut 2 milliards Lagardère encore? Non. Je sais pas. Ça vaut moins que ça, non. Enfin, ça ne les vaut pas, ça c'est clair. Bon, mais enfin, moi je le fais à l'ancienne. Encore, il est là, le bouquin de David, dont on ne parle pas. Il faut quand même qu'on en parle à un moment. Non, c'est intéressant tout ça. Je vous trouve très, très sévère avec les entreprises européennes. Très sévère. Parce que tout. Moi, je suis au contact de ces boîtes. Elles sont toutes en train. Vous dites. Parce que continuons cette discussion, elle est intéressante. Alors, bon Dieu. Est-ce que vous avez été vacciné? Vous avez été vacciné? C'est quoi votre vaccin? Vous avez pris un Pfizer? Non, j'y suis pas encore allé. Vous savez quoi? Ça m'intéresse pas comme activité. Moi, je suis pas dans le débat. Mais j'ai pas le temps. Moi, je vais vous dire. J'y vais demain. J'ai eu un copain allemand au téléphone ce week-end. Je lui ai dit j'ai été vacciné Pfizer. Il m'a dit non. Tu as été vacciné BioNTech. BioNTech, ouais. OK. Ouais. Donc ça, c'est européen. Ouais. C'est pas américain. Ouais. OK. Ouais. Donc l'Europe n'est absolument pas morte. Bon, bah voilà. Mais donc, je vous ai jamais dit qu'elle était morte. Mais c'est vous qui m'avez dit qu'on devait bosser seulement pour les Chinois. Je vous dis au contraire. Non, je vous dis justement, la puissance qu'on représente à un moment doit s'exprimer par elle-même. Et arrêter de réfléchir aux relations. Les Américains, ils réfléchissent pas aux relations qu'ils vont avoir avec l'Europe. Que des intérêts. Et exactement. Je dis... Et à un moment, en tant que puissance, tu veux travailler avec nous, ok, mais à nos règles, point à la ligne. Alors, on va essayer d'être un peu plus intelligent, ça va être fabuleux, parce qu'on est chez Bismart, et on va essayer de trouver une complémentarité. Donc, on va arrêter les trucs de politique qui sont la réciprocité. Quand vous avez un marché de 1,4 milliard et qu'on est 60 millions de Français, on arrête. La souveraineté dans un monde VUCA... Non, on est 470 millions d'Européens et on a un pouvoir d'achat qui doit être le triple aujourd'hui du milliard 400 millions. Et le monde, il est VUCA. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est l'armée américaine qui le dit. Donc, vouloir une souveraineté dans un monde VUCA où tout change d'un jour à l'autre,
ça n'est absolument pas le sujet. Le lendemain, vous l'avez perdu, votre souveraineté. Celle que vous avez négociée, c'était celle d'hier. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre l'interdépendance et la complémentarité. Meilleur exemple que vous avez, semi-conducteurs. Vous voyez, on découvre tout d'un coup que les Chinois, c'est pas les Chinois. Les Asiatiques, non mais c'est Samsung, c'est les coréens, ce sont les Asiatiques qui produisent. David, les Chinois, ils sont encore plus... ils ont encore plus de problèmes que nous avec les semi-conducteurs, vous le savez parfaitement bien. Non, mais ils travaillent pour nous, donc ils fabriquent notre truc. Donc vous voyez bien que le monde d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous arrêtiez d'être un égoïste de 700 millions d'occidentaux. Il faut qu'on travaille. Pourquoi encore une fois, vous m'avez pas démontré en quoi je suis égoïste. Moi, je me sens pas égoïste, particulièrement égoïste. S'il y a aujourd'hui des entreprises, alors là, Biden est en train de mettre une impulsion aux États-Unis incroyable, et comme les États-Unis sont les États-Unis, il commet l'erreur qu'a commise la Chine en 2008. Un plan stimulus énorme, tout à fait excessif. Phénoménal. Et qui fait que ça va... Non, je parlais de c'est la prochaine crise monétaire. Et voyez, au contraire, la Chine a compris son erreur de 2008, et cette fois-ci fait le plan stimulus minimum pour dire il n'y a plus de releveraging. Quand on a 300% de dette sur PNB, on pense un peu aux enfants. Et on arrête le délire, et on se met à travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire en Chine, c'est que quand vous êtes investisseur, aujourd'hui, vous voyez que la priorité chinoise, c'est la productivité. Et pourquoi ? Parce que vous avez une population qui vieillit. Donc nous, on dit, c'est mauvais signe, une population qui vieillit. La Chine, de manière toujours menace en opportunité, dit... Mais ça, alors, David, sérieusement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, tiens, pour le coup, on parlait de... Moi, je me souviens de Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui me faisait l'espèce de pyramide inversée de ce que le citoyen chinois, en fait, qui avait 40 ans, c'était il y a une dizaine d'années, a sur les épaules ses parents, ses grands-parents, etc. Et pour lui, c'était le signe que ce pays, de toute façon, allait avoir un problème structurel. C'est pour ça qu'il a besoin de nous. Vous savez, pourquoi Gucci, les ventes de Gucci cartonnent en Chine auprès des 15-25 ans ? C'est que c'est leur famille. Je vous ai dit, vous m'avez dit que c'était génial de vivre au 16e étage avec des parents qui sont des grands-parents ou d'arrière-grands-parents parce qu'ils ne sont pas sur Internet. Et ces marques occidentales, notre style de vie, devient la famille virtuelle de tous ces Chinois. C'est pour ça qu'on a plein de trucs à leur apporter. David, parce que quand même, on a le temps sur Bismart, mais quand même, il faut un peu parler de votre bouquin. Rapide, parce que, compris, oui. Non, mais un peu... Parce que, alors, juste parce qu'il faut prévenir les téléspectateurs. C'est un peu déroutant. Principe de précaution, hein, vous êtes européen. C'est bien. Non, pas principe de précaution, j'ai pas envie qu'ils m'en veulent. Enfin bref. C'est déroutant la façon dont vous choisissez d'écrire, parce que c'est une série de dialogues. C'est une série de dialogues d'un Xi Jinping donc, qui discute avec des Européens. Oui, c'est ça, ce sont des Européens. Hein, un Français qui s'appelle Jean Neymar. C'est pas génial, ça, vous auriez pu être un petit peu... Enfin bon, bref. Un Français, une Italienne, un Allemand qui lui parle industrie, effectivement. Mais ce qui m'a beaucoup surpris... Alors, c'est très, très intéressant. Vous apprendrez plein de trucs, divers et variés, d'ailleurs, parce que vous parlez de tout, et c'est très bien. Mais ce qui m'a beaucoup déstabilisé, c'est que Xi Jinping... Vous le présentez en fait comme un gars affable, empathique, sympathique, ouvert, alors qu'à mon avis, c'est un paranoïaque, fou furieux, au dernier degré, obligatoirement pour occuper la position qu'il occupe. Donc c'est un peu gênant, ça, comme principe de base. C'est pour ça que dans la préface, je dis que c'est un roman fiction. Hein, oui, mais vraiment fiction. Donc, non, parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi je suis obligé de recourir à la fiction quand je parle de la Chine. Si j'écris un essai traditionnel, au bout de 2 pages, vous allez me demander est-ce que vous êtes pro-chinois, anti-chinois ? Est-ce que vous êtes défenseur des droits de l'homme ou est-ce que vous êtes un salaud ? Et un type qui veut juste faire du pognon en Chine. Et donc, le seul moyen, pour moi, on est en rivalité systémique. On est en rivalité systémique. Quand même. Et donc, ce que j'ai voulu de manière... Vous, votre métier est fabuleux. Moi, je rêve d'être libre comme vous. Vous pouvez être subjectif. On vous paye pour être subjectif. Moi, mon métier d'investisseur, je suis obligé d'être objectif. Chaque fois que je suis subjectif, je perds de l'argent. La liberté, ça s'achète... Non, ça s'use que si on ne s'en sert pas, vous le savez très bien. Ici, donc, on est libre. Ici. Et oui. Et donc, j'ai été obligé de faire ça parce que c'est le seul moyen, la fiction, de pouvoir présenter les 2 systèmes, les 2 rivaux qui s'affrontent. Ils parlent. Ils s'affrontent pas. Tout est sympathique. C'est cool. Vous l'avez bien lu, vous êtes sûr ? Il y a un moment où ils s'affrontent. Alors, si vous pouvez le dire au gouvernement chinois, ça m'arrangerait, parce que moi, j'ai une mère qui me dit tu vas rentrer à Hong Kong, ils vont te mettre en prison. C'est vrai. Donc c'est bien. Donc si vous me dites, si vous m'engueulez en disant vous êtes trop gentil, et ma mère me dit t'es beaucoup trop méchant, c'est sans doute que je suis assez proche de la vérité. Donc c'est bon. Ce que je voulais, c'était de manière objective présenter les 2 systèmes avec ses forces et ses faiblesses, de manière à ce que nous, on arrête de dire soit la Chine est numéro 1 mondial et on est foutu, soit la Chine est en faillite et on ne va pas leur parler.
Il y a une vérité entre les deux. Mais est-ce que... Alors, c'est ça la vraie question que je me posais en lisant le bouquin. Ce Xi Jinping, donc, que vous représentez, empathique, avenant, curieux, est-ce qu'ils sont... En fait, est-ce que c'est leur démarche ? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois est empathique, avenant et curieux à savoir ce qui peut fonctionner entre l'Europe et la Chine ? Alors, il n'y a jamais une Chine. Il y en a c'est pour ça que je vous parle du pouvoir. Il y en a minimum deux, et il y en a beaucoup plus. Combien et là, 15 gars qui sont à la tête par exemple, prenons le grand débat aujourd'hui à l'intérieur de la Chine. C'est que vous avez la moitié des dirigeants qui disent « le pays est fermé depuis 1 an ». On ne s'est jamais aussi bien porté, on n'a jamais autant exporté, il n'y a jamais autant d'argent qui est rentré, et il faut qu'on envahisse Taïwan. Donc on ferme et on ne rouvre pas. C'est ça. Okay, et puis vous avez une autre partie. On a appelé en partie la double boucle, là, c'est la fameuse double boucle du programme du Parti communiste chinois, mais qui est en fait l'idée comptons beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant sur nos forces intérieures. Exactement. Voilà. Et vous avez les entrepreneurs privés qui sont 50% de la Chine, enfin 100% des emplois créés, et qui disent mais les gars, vous êtes dingues. Chaque fois qu'on s'est fermé historiquement sur nous-mêmes, on est allé dans le mur. Donc c'est là où nous, Européens, nous avons aussi... c'est pas une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ils font plus de 500 milliards de dollars d'échanges chaque année. C'est une paix froide. Donc ils font semblant d'être en paix, ils se battent, mais ils sont en paix, ils font du commerce. Nous avons un rôle à jouer. Enfin, soit on disparaît de la carte, parce que aussi bien Américains que Chinois vont nous voyer, soit on dit aux Chinois, on va vous aider. On dit à cette moitié de Chine qui veut rester ouverte, on dit mais on va vous aider. Et c'est pas pour vous faire plaisir, c'est qu'on a aussi un intérêt à y trouver, puisque cette complémentarité, on va faire en sorte qu'elle nous bénéficie. Enfin, vous prenez, invitez ici les patrons de Kering, LVMH, Pernod, L'Oréal, Biomérieux, GC Deco, Air Liquide, tous, Seb, que des sociétés à capitaux familiaux. Et allez leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du business en Chine. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Et ben voilà, donc voyez qu'il faut qu'on continue à bosser ensemble. Mais bien sûr, mais ça, on n'a pas à passer entre leurs fourches codines, c'est ça le sujet. Mais c'est justement l'opportunité. C'est pour ça qu'il y a un tournant, c'est pour ça que mon livre s'appelle Le Grand Tournant, c'est que là, les Américains sont foutus dehors. C'est que les Chinois ne veulent plus des Américains, parce qu'ils savent très bien que du jour au lendemain, aujourd'hui, enfin, ils en veulent plus. Ils aimeraient bien leurs semi-conducteurs et ils les ont plus, quoi. Non, mais ils savent très bien toute leur industrie électronique en souffre quand même terriblement. Vous avez vu qu'il y a 3 jours, la semaine dernière, les 3 sociétés de télécom chinoises sont virées de la bourse de New York. Comment voulez-vous faire du business avec ces gens-là ? Donc nous avons une opportunité historique à dire aux Chinois, et c'est là où il faut un peu changer le ton. Et Madame van der Leyen, j'espère, va y arriver en disant si vous ne le faites pas, là on se remet avec les Américains. On l'a fait tout le XXe siècle, donc on sait faire. On ne veut pas, parce qu'ils nous taxent. BNP, que vous avez 8 milliards, Volkswagen, 10. Volkswagen, 20, Bayer, 10. Oui, mais enfin, ils l'ont bien cherché en même temps. Volkswagen, ils l'ont bien cherché. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On a réagi ? Non. Donc on veut, si on est intelligent, on va jouer l'un contre l'autre. C'est comme, vous avez un Picasso à vendre aujourd'hui, vous pouvez le vendre soit à New York, David, soit qu'est-ce que c'est ? À Shanghai. L'un contre l'autre. Qu'est-ce que c'est que le sharp power ? Le sharp power, c'est l'inverse du soft power. Exactement. C'est-à-dire que soft power, chez un Américain, je fais semblant de vous charmer. Ouais. Puis en fait, je vous entube, vous n'en rendez pas compte. Le sharp power, c'est le rapport de force. C'est uniquement le rapport de force. Et ça, c'est... Parce que c'est l'un des clichés qui est véhiculé autour de la Chine. C'est toujours un rapport de force. Et vous le confirmez, c'est toujours un rapport de force. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut qu'on invente, c'est une des suggestions, alors je l'ai volé à un ancien Premier ministre australien, qu'on invente le G-2, où on dit aussi bien aux Chinois qu'aux Américains, vous voyez, si vous tapez dessus, vous voyez ce qui se passe, on finit avec le Covid. Et que quand on a un virus chez nous, on ne vous le dit pas, parce que le 15 janvier, on doit signer un accord commercial. C'est très important, ça. Expliquez. Alors, en plus, il se trouve que c'est le patron de Foxconn, il y a pratiquement 2 ans, qui avait commencé à parler du G2. C'est-à-dire en disant, en gros... Non, mais c'est foutu, ça. Vous voyez, très bien, il se parle pas. Non, mais ce qu'il disait... Non, on mais est tombé au G0 et il faut qu'on fasse le G-2. On les met dehors, on se met tous ensemble, à part 1,4 milliard de Chinois, 400 millions d'Américains, et on dit, les gars... Nous, on est quand même 7 milliards, enfin 6 milliards. C'est ce que je vous dis depuis le début, David. Donc, on est bien d'accord. Bon, on se rejoint. Voilà. Donc, vous êtes d'accord. On n'a pas besoin d'eux. Il n'y a aucune raison d'aller leur faire des courbettes, Sauf qu'il faut qu'on soit crédible. OK ? Nous, ensemble européens. Et que donc, alors ça, oui. Non, pas européens avec 400 millions. Non, il y a l'Indo-Pacifique. Il faut qu'on ramène les Japonais, les Australiens, les Néo-Zélandais, Jacinda, le meilleur leadership. Jacinda Ardern, le meilleur leadership de toute la... Ben voilà, vous vous en foutez. Non, moi, je vous dis que c'est une île, c'est facile. Non, c'est une femme, c'est ça qui vous dérange. C'est une femme extraordinaire qui a le mélange d'empathie extrême et d'autorité extrême. Exactement l'inverse de ce qu'on a eu chez nous en Europe.
Non, mais vous racontez la scène, elle est merveilleuse d'ailleurs, où elle arrive en retard à une interview en disant excusez-moi, le bébé n'arrivait pas à s'endormir. C'est fantastique, d'accord. Eh ben, vous avez toute la population qui est derrière l'objectif. Oui, toute la population, c'est combien? C'est 7 millions de personnes, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout petit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est multiplié par 10. Vous savez, le leadership, le leadership, ça peut multiplier par 10, 100 000, David, ça marche. Vous le savez, c'est un des grands sujets de l'économie. C'est un sujet passionnant d'ailleurs dans les comparaisons internationales. Est-ce que ce qui est vrai dans les petits pays, et notamment on parle souvent du modèle suisse, est exportable dans des grands pays? C'est très compliqué. On vous dit Répondre est très compliqué. La digitalisation, il faut faire du big data, il faut être très gros. C'est qui le meilleur pays européen en matière de digitalisation? Ça doit être l'Estonie, non? Ouais, voilà. Yes, j'ai gagné. Quand je suis pas, voilà. Tu non, fausse excuse. Le type qui vous dit je suis trop petit ou je suis trop grand donc je peux pas faire. Non. On arrête le pipeau, leadership. C'est une femme d'ailleurs, un Premier ministre estonien. Absolument. Ouais, absolument. Elle écrit en anglais sur Twitter, parce que j'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça étrange. Oui, il y a beaucoup de gens qui écrivent en anglais sur Twitter. Oui, mais la première ministre estonienne. Oui, bien sûr. Oui. Bon, d'accord, sa langue est très compliquée, sans doute parlée par assez peu de gens. Planète de 7 à 8 milliards. Bon, on n'a pas beaucoup vendu votre bouquin, David, mais c'était passionnant. Sharp Power. C'est pas grave, c'est plutôt bien de ne pas le vendre, parce que vous revenez bientôt. Je m'engage, si vous n'avez rien appris sur la Chine, à vous le rembourser. Donc moins vous en vendez, là on a tiré 10 000. Oui, c'est écrit où ça? Je l'ai pas vu. Ça poste-face. Ah ouais? Si vous n'apprenez rien sur la Chine, alors moi on a tiré 10 000 exemplaires, j'en ai pour 200 000 € si tout le monde me demande d'être remboursé, donc n'en parlez surtout pas. Alors, non, mais alors, pour le coup, le truc qui... Mais parce que vous parlez d'énormément de choses, vous parlez de la flèche de Notre-Dame, etc. Et c'est surtout la phrase de Kissinger que je ne connaissais pas au moment de la guerre Iran-Irak, et il faut y repenser sans arrêt. Dommage qu'ils ne puissent pas perdre tous les deux. Et c'est ce que Mme von der Leyen devrait dire à la fois à M. Biden et à M. Xi Jinping. On est d'accord. Merci, David. Mais c'est moi. David Bavrez était notre invité sur Bismart.